L'histoire ne naît ni avec l'univers, ni avec la formation de la planète. Bien avant les villes, les langues et les guerres, la Terre existait déjà, mais il n'y avait aucune mémoire de ce qui avait été vécu. Il est tentant de penser que tout a commencé au commencement, bien que l'histoire ne parle pas de l'origine du monde, mais du réveil de ceux qui l'habitent. Pendant des millions d'années, la vie a suivi son cours sans laisser de traces conscientes, jusqu'à ce qu'un être différent commence à observer son environnement, à se souvenir, à construire. Ce n'est pas son corps qui l'a défini, mais sa capacité à choisir, à créer et à transformer. Cette volonté de changer ce qui l'entourait a marqué la différence entre exister et laisser un témoignage. À partir de là, chaque action humaine a écrit une nouvelle ligne dans le récit de la planète, mais il reste encore à comprendre comment tout a commencé. Quel a été le premier pas qui a converti l'être humain en l'auteur de sa propre histoire? Avant l'histoire de la création de la planète à l'être humain. Il y a des milliards d'années, la Terre a commencé comme une masse incandescente de gaz, de poussière et de minéraux suspendus dans l'espace. La gravité a attiré le matériel qui orbitait autour du jeune Soleil, et avec le temps, ce nuage en rotation s'est compacté jusqu'à former une planète de roches fondues. Pendant longtemps, sa surface est restée instable, frappée par des météorites et marquée par des éruptions volcaniques qui libéraient d'énormes quantités de gaz. Avec le refroidissement graduel de la planète, les premières couches solides se sont formées et l'atmosphère a commencé à retenir de la vapeur d'eau. Les pluies sont tombées pendant des milliers d'années, remplissant les dépressions de la croûte et donnant naissance aux océans. C'est dans ces eaux primitives que, à partir de composés simples et de réactions chimiques stimulées par l'énergie solaire et volcanique, les premières formes de vie ont surgi. Ces organismes étaient minuscules, presque invisibles. C'étaient des structures cellulaires simples qui se reproduisaient lentement, mais qui ont marqué le début de l'évolution biologique. Au fil des millions d'années, ces cellules ont développé une plus grande complexité, créé des mécanismes internes d'énergie et ont commencé à former des colonies. Certaines ont évolué pour devenir des organismes multicellulaires, capables de spécialiser des fonctions et de mieux s'adapter à l'environnement. La vie est passée d'être quelque chose de microscopique à remplir les mers de poissons, d'algues et de créatures qui respiraient de l'oxygène. À la surface terrestre, les plantes ont commencé à s'étendre, transformant l'air et les paysages. Chaque nouvelle espèce ouvrait la voie à une autre plus complexe. L'histoire de la vie s'écrivait en cycles d'adaptation, de mutation et de survie. À mesure que les continents se déplaçaient et que les conditions environnementales changeaient, les animaux se diversifiaient. Les premiers amphibiens sont apparus, puis des reptiles gigantesques qui ont dominé la Terre pendant l'ère des dinosaures. Pendant des millions d'années, ils furent les seigneurs de la planète, jusqu'à ce qu'une extinction massive mette fin à la majorité d'entre eux. Dans le vide qu'ils ont laissé, les mammifères ont prospéré. De tailles et de formes très différentes, ils se sont adaptés aux forêts, aux plaines et aux montagnes. Leur capacité à maintenir la chaleur corporelle, à prendre soin des petits et à apprendre de l'expérience, les a convertis en les créatures dominantes du Nouveau Monde. En Afrique, une branche de ces mammifères a donné naissance à un type de primates différent, les hominidés. Ils marchaient debout, utilisaient leurs mains avec précision et montraient des signes d'une intelligence croissante. L'Australopithecus fut l'un des premiers. Il pouvait se déplacer sur 2 jambes et utiliser des pierres ou des bâtons pour obtenir de la nourriture. Ensuite surgit l'Homo habilis, qui perfectionna l'utilisation d'outils rudimentaires et commença à modifier son environnement. Dans sa vie quotidienne, il dépendait de la coopération du groupe pour se défendre des prédateurs et trouver de la nourriture. Avec le temps, il évolua vers l'Homo erectus, une espèce plus forte, au crâne grand et à la posture complètement droite. Cet être humain ancien apprit à contrôler le feu, ce qui changea son destin. Le feu devint un outil vital. Avec lui, les groupes humains purent cuire les aliments, éclairer les grottes et se protéger du froid. Il leur permit également de s'établir dans des régions plus froides et d'élargir leur territoire depuis l'Afrique vers l'Asie et l'Europe. La capacité de contrôler la nature marqua le début d'une nouvelle étape. Les Homo erectus commencèrent à fabriquer des outils plus précis, à organiser des chasses et à travailler ensemble dans un but commun. Ils apprirent à construire des abris avec des branches, des os ou des peaux d'animaux, et à communiquer par des gestes et des sons de plus en plus complexes.
La vie continuait d'être dure, mais pour la première fois, l'être humain avait le pouvoir de s'adapter, au lieu d'être dominé par l'environnement. Avec le passage des générations, l'évolution continua de modeler l'homme. Le cerveau augmenta de taille, et avec lui vinrent le raisonnement, la mémoire et la créativité. Les expériences partagées se transmettaient oralement, et la connaissance accumulée commença à former une tradition. À ce point surgit l'Homo sapiens, une espèce distincte à bien des égards. Il était physiquement plus léger, mais mentalement plus avancé. Sa pensée abstraite lui permit d'imaginer, de planifier et de créer. Il apprit à observer les cycles de la nature, à distinguer les saisons et à préparer des stratégies de survie. Les outils n'étaient plus de simples pierres aiguisées, ils se convertirent en instruments élaborés, conçus pour des tâches spécifiques comme couper, chasser ou perforer. L'Homo sapiens développa également une sensibilité artistique. Dans des grottes et sur des parois rocheuses, il plasma des images d'animaux, de mains et de symboles. Ces peintures n'étaient pas de simples décorations, elles représentaient une forme de communication spirituelle et sociale. À travers l'art, il exprimait la peur, le respect et la gratitude envers la nature. Ces manifestations montrent que l'humanité était déjà consciente de son existence et de l'environnement qui l'entourait. De plus, les relations au sein du groupe devinrent plus complexes. Des hiérarchies, des rôles définis et la nécessité de normes partagées pour vivre ensemble surgirent. Pendant les migrations vers d'autres continents, l'Homo sapiens fut confronté à des climats extrêmes. En Europe, il survécut à la glace et au froid. En Asie, au désert et aux jungles denses. En Océanie et en Amérique, il adapta sa vie à de nouveaux écosystèmes. Chaque pas hors d'Afrique fut une démonstration d'ingéniosité et de résistance. Les humains utilisèrent des pots comme abris, construisirent des huttes et allumèrent des feux de camp qui illuminèrent la nuit. Dans leurs déplacements, ils apprirent à pister les animaux, à récolter les fruits et à utiliser les ressources de chaque région. Ainsi commença à se former un réseau global de communautés qui, bien que séparées par la distance, partageaient les mêmes impulsions fondamentales: survivre, créer et laisser une trace. Les transformations naturelles continuaient. Les glaciers avançaient et reculaient, les rivières changeaient de cours et les forêts s'étendaient ou disparaissaient. Chaque altération du climat obligeait les humains à se déplacer et à réinventer leur mode de vie. Dans ce processus d'adaptation, naquirent les premières routes migratoires permanentes. Certaines populations traversèrent des détroits gelés, comme celui de Bering, jusqu'à arriver en Amérique. D'autres s'établirent dans des zones tempérées d'Asie et d'Europe, où ils trouvèrent des ressources abondantes. À mesure que les groupes humains s'installaient plus longtemps dans certains endroits, ils commencèrent à observer des schémas dans la nature, la germination des plantes, les cycles des animaux et le comportement des pluies. Sans le savoir, ces observations seraient le prélude de l'agriculture. Mais à ce point de l'histoire, l'humanité vivait encore comme chasseuse et cueilleuse. Son existence dépendait des animaux qu'il chassait et des fruits qu'il trouvait. La vie était nomade, en mouvement constant. Cependant, la maîtrise du feu, les outils spécialisés et le langage avancé avaient déjà transformé radicalement leurs relations avec l'environnement. Pour la première fois, l'être humain n'était pas une victime passive de la nature, mais un agent capable de la modifier pour son bénéfice. Dans cette longue chaîne de transformation, la communication joua un rôle central. Le langage devint plus élaboré, avec des sons et des structures qui permettaient d'exprimer des pensées et des émotions. Les mots unissaient le groupe et renforçaient la coopération. La transmission du savoir devint plus précise, et avec elle surgirent des traditions et des croyances qui donnaient un sens à la vie. La mémoire collective se convertit en un outil aussi puissant que le feu ou la pierre. Avec elle, l'être humain commença à construire son identité culturelle. Tandis que l'Homo sapiens s'étendait sur la planète, il rencontrait aussi d'autres hominidés, comme les Néandertaliens, qui habitaient l'Europe et une partie de l'Asie. Pendant un temps, ils coexistèrent, partageant des territoires et se mélangeant possiblement. Cependant, le sapiens montra une capacité d'adaptation supérieure et finit par s'imposer. Son habileté à innover, à s'organiser et à transmettre le savoir fut décisive. Dans les siècles suivants, les Néandertaliens disparurent et l'humanité moderne resta la seule espèce survivante de cette longue lignée évolutive. À ce point, la planète n'était plus un scénario inhospitalier.
Les humains avaient appris à dominer les éléments, à fabriquer des outils fins, à construire des abris et à travailler ensemble. Chaque avancée accumulée se transmettait de génération en génération. De cette manière, l'expérience des ancêtres se convertissait en une base pour le futur. L'histoire naturelle de la Terre se transformait lentement en histoire humaine. La pensée, la coopération et la créativité commençaient à remplacer l'instinct comme moteur de survie. L'évolution ne fut pas un processus rapide ni linéaire, mais une série de changements subtils tout au long de millions d'années. Depuis les premières molécules organiques jusqu'à la pensée consciente, la vie traversa d'innombrables transformations. L'humanité moderne était le résultat final de cette longue chaîne d'adaptation. À la différence de toute autre espèce, l'être humain pouvait imaginer ce qui n'existait pas encore et agir pour le rendre réel. Dans ce pouvoir de créer et de transformer se trouvait le début de la civilisation. Quand l'Homo sapiens atteignit cette étape, la Terre était déjà peuplée de communautés dispersées qui chassaient, cueillaient et construisaient des outils de plus en plus précis. Ils vivaient sous les étoiles, près des rivières ou dans des grottes, partageant des histoires autour du feu. Dans ces nuits anciennes, tandis que les flammes éclairaient les visages des premiers hommes, commençait à s'écrire l'histoire de la pensée humaine. Depuis la formation de la planète jusqu'à l'apparition de l'être conscient, le monde avait parcouru un chemin immense. À partir de ce moment, l'évolution ne dépendait plus seulement de la nature, mais aussi de l'intelligence. La pensée humaine, capable de se souvenir, de créer et de rêver, se convertit en la nouvelle force qui donnerait forme au destin du monde. Des villages aux empires, la naissance de l'organisation. Après des milliers d'années de survie parmi les chasseurs et les cueilleurs, les êtres humains commencèrent à s'établir dans des lieux où la nature offrait l'abondance. Les rives des grands fleuves se convertirent en la scène du changement le plus transcendantal de l'histoire, la naissance de la civilisation. Dans ces vallées fertiles, le travail cessa d'être nomade et la vie commença à tourner autour de la culture et de l'organisation. L'homme apprit à planifier, stocker et construire, donnant origine à des communautés stables qui marquèrent le commencement d'une nouvelle ère. Les premiers villages surgirent lorsque les familles cessèrent de se déplacer continuellement. Ils érigèrent des habitations en argile, en pierre ou en bois, et apprirent à contrôler les ressources de l'environnement. Les pluies saisonnières et la fertilité du sol permettaient d'obtenir des récoltes régulières, et l'excès de production devint la base de l'échange. La coopération fut essentielle. Les tâches se répartissaient entre agriculteurs, bergers et constructeurs, tandis que d'autres se spécialisaient dans la fabrication d'ustensiles ou le travail des métaux. Ainsi apparurent les premières formes de division sociale, où chaque individu remplissait une fonction au sein du groupe. Dans ce nouveau mode de vie, la propriété commença à acquérir de la valeur. La terre et les aliments stockés se transformèrent en symboles de pouvoir. Certains groupes devinrent plus riches que d'autres, et l'autorité se concentra entre les mains de chefs ou de conseils qui régulaient les normes. La nécessité de coordination mena au développement de hiérarchies et de systèmes d'organisation communale. Les petits villages grandirent jusqu'à se convertir en cités. Là s'élevèrent des temples, des greniers et des murs qui protégèrent la population. Avec le temps, les relations entre communautés voisines cédèrent la place au commerce, aux tribus et, éventuellement, aux conflits. En Mésopotamie, entre les fleuves Tigre et Euphrate, fleurit l'une des premières sociétés complexes du monde. Les Sumériens construisirent des cités comme Uruk, Lagash et Ur, unies par des canaux et des routes commerciales. Chaque cité-État avait son propre gouvernant et sa divinité protectrice. Au cœur urbain s'élevait le ziggoura, une structure étagée qui fonctionnait comme centre religieux et administratif. Les prêtres dirigeaient les rituels et contrôlaient la distribution des biens. Les récoltes étaient enregistrées sur des tablettes d'argile avec des symboles gravés qui donneraient origine à l'écriture cunéiforme. Ce système permit de tenir des comptes, de signer des accords et de transmettre des informations de génération en génération. L'écriture transforma la pensée humaine. Les registres de tribus, de lois et de transactions consolidèrent l'administration étatique. Les normes devinrent plus complexes et la justice commença à être régie par des codes qui régulèrent la vie quotidienne. La société mésopotamienne était organisée en classes, gouvernants, prêtres, commerçants, artisans et paysans. À la base, les esclaves travaillaient pour soutenir les élites. L'architecture, l'astronomie et les mathématiques prospérèrent au service de la religion et du pouvoir. Le calendrier,
La division du temps et les mesures furent des inventions qui facilitèrent la planification agricole et les travaux publics. Pendant ce temps, dans la vallée du Nil, une autre civilisation prenait forme sous un système encore plus centralisé. L'Égypte se développa comme un royaume unifié grâce au contrôle du fleuve et à l'habileté de ses gouvernants pour administrer les ressources. Le Nil marquait le rythme de la vie. Les inondations annuelles fertilisèrent les champs et garantissèrent la récolte. Les Égyptiens construisirent des canaux, des barrages et des digues pour profiter de l'eau, et le long de ces rives érigèrent des villages et des cités connectés par des routes commerciales. Le pharaon, considéré comme un dieu sur terre, concentrait le pouvoir politique et religieux. Sous son autorité, on édifia des temples, des tombeaux et des monuments qui symbolisaient la stabilité du royaume. Le travail collectif fut essentiel pour maintenir cet ordre. Les paysans cultivaient le blé, l'orge et le lin, tandis que les artisans produisaient des objets en céramique, des bijoux et des outils de cuivre. Les expéditions au désert apportaient de l'or, de l'encens et de la pierre calcaire pour les constructions. Dans les écoles des temples se formaient des scribes qui enregistraient chaque mouvement de l'administration. La religion dominait tous les aspects de la vie, avec une mythologie étendue centrée sur la mort et la résurrection. Le culte aux dieux et aux pharaons maintenait la cohésion d'un peuple qui voyait dans son leader l'incarnation de l'ordre cosmique. En même temps, d'autres civilisations émergeaient dans différentes régions. Dans la vallée de l'Indus, entre les fleuves Indus et Sarasvati, s'élevèrent les cités de Harappa et Mohenjo-Daro. C'étaient des villes planifiées avec des rues droites, des systèmes de drainage, des entrepôts et une organisation urbaine surprenante. Leurs habitants développèrent une économie basée sur l'agriculture et le commerce, exportant des tissus, des pierres précieuses et des métaux. Bien que leur système d'écriture n'ait pas encore été déchiffré, les évidences archéologiques révèlent une société avancée, capable de maintenir l'hygiène publique, la planification architecturale et un système de poids et de mesures standardisés. Leur culture disparut mystérieusement, peut-être par des changements climatiques ou des mouvements du fleuve, mais leur héritage marqua le début de l'histoire dans le sud de l'Asie. En Chine, la civilisation se consolida dans les vallées des fleuves Jaune et Yangtze. Les premières dynasties, comme la Xia et la Shang, unifièrent des clans et créèrent des structures politiques héréditaires. Les gouvernants étaient considérés comme des intermédiaires entre le ciel et la terre, responsables de l'équilibre de l'univers. Les Chinois dominèrent le bronze, élaborèrent des armes, des récipients rituels et des outils agricoles. Ils développèrent également un système d'écriture gravé sur des os et des carapaces, utilisé pour enregistrer des décisions et des prophéties. La métallurgie, l'astronomie et l'agriculture atteignirent un haut niveau, tandis que la religion et la philosophie commençaient à donner forme à l'identité culturelle du pays. Dans d'autres parties du monde, des civilisations moins connues avançaient également. En Afrique, les peuples de la vallée du Nil et du Sahel construisirent des villages organisés autour de l'agriculture et du commerce. En Amérique, les Olmèques et d'autres cultures précoces érigèrent des centres cérémoniels et travaillèrent avec la pierre et le jade. En Océanie, des communautés dispersées développèrent des systèmes de navigation et d'agriculture adaptés aux îles. Bien que distantes entre elles, toutes partageaient un principe commun, le contrôle de l'environnement et l'organisation collective comme base de la survie. L'expansion de ces civilisations apporta avec elle de nouvelles tensions. Les migrations indo-européennes déplacèrent des peuples et créèrent des conflits qui altérèrent l'équilibre. Depuis les steppes eurasiatiques, des groupes de cavaliers se déplacèrent vers l'ouest et le sud, emportant avec eux de nouvelles langues et technologies. Certaines civilisations s'adaptèrent, d'autres disparurent. Les empires surgirent et tombèrent dans une succession constante, marquée par des conquêtes, des alliances et de la destruction. Chaque région, avec son environnement particulier, produisit une version distincte de ce que signifiait être civilisé. Les cités grandirent en complexité. Les gouvernements établirent des bureaucraties pour administrer les impôts et les travaux publics. Les guerres impulsèrent des innovations en métallurgie et en transport. Les temples se transformèrent en centres de pouvoir politique et économique. Les rois construisirent des palais et des fortifications qui montraient leur autorité. Dans ce contexte, la religion continua d'être une force dominante, expliquant les phénomènes naturels et justifiant les hiérarchies. L'ordre social se soutenait dans la croyance que les dieux avaient disposé chaque position au sein du monde. Le commerce connecta continents et cultures.
L'échange de biens, d'idées et de techniques donna forme à un réseau global primitif. De la Mésopotamie à l'Indus, de l'Égypte à la Méditerranée, les marchands transportaient du cuivre, de l'étain, du grain et des tissus. Les contacts culturels introduisirent de nouvelles coutumes, langues et croyances. Chaque rencontre générait des transformations qui impulsaient le progrès. La civilisation n'était plus un phénomène local. Elle s'était convertie en un courant qui avançait simultanément en différents points de la planète. Avec le temps, beaucoup de ces sociétés atteignirent leur apogée et commencèrent ensuite à décliner. Les causes furent diverses: sécheresse, invasion, lutte interne ou épuisement des ressources. Cependant, de chaque effondrement surgissait une nouvelle étape. L'expérience accumulée se transmettait aux peuples suivants, qui reprenaient les réussites du passé et les adaptaient à leurs propres nécessités. De cette manière, l'humanité avançait par le biais de cycles de création, de destruction et de renaissance. Le passage des villages aux empires changea pour toujours la relation de l'homme avec le monde. La nature cessa d'être un mystère incontrôlable pour se convertir en un territoire domestiqué. Les civilisations inventèrent la politique, la loi et l'administration. L'écriture fixa la mémoire collective. La religion ordonna la pensée. L'art et l'architecture donnèrent forme visible aux croyances. Tout ce qui viendrait après, royaume, empire, nation, aurait sa racine dans ces premières cités qui, entre l'argile, le fleuve et la pierre, construisirent le principe de l'histoire humaine. L'ère classique, le pouvoir des empires et la voix des dieux. Après le surgissement des premières civilisations, l'humanité entra dans une étape où le pouvoir, la pensée et l'expansion marquèrent un nouveau cap. Les villages se transformèrent en royaumes, les royaumes en empires et les cités en centres de culture et de politique. Les peuples de la Méditerranée, de l'Asie et de l'Inde donnèrent forme à un monde interconnecté par des routes commerciales et des conquêtes. L'idée de civilisation fut redéfinie. Il ne suffisait plus de survivre. Il s'agissait maintenant de dominer et de transcender. La réorganisation du monde antique commença avec la croissance des routes d'échange. Les bateaux sillonnèrent des mers qui étaient auparavant considérées comme des limites inatteignables. Le commerce de métaux, de vins, d'épices et de céramique connecta des peuples qui n'avaient jamais eu de contact auparavant. Dans les cités, les marchés fleurissaient et les ports se remplissaient d'embarcations chargées de marchandises exotiques. Les alliances politiques se mêlaient aux intérêts économiques et la richesse se convertit en moteur de l'expansion. Avec le temps, ces connexions impulsèrent l'apparition de nouveaux centres de pouvoir capables d'influencer au-delà de leurs frontières. En Grèce, un territoire montagneux et fragmenté, surgit une des expériences les plus influentes de l'histoire humaine. Les polis, ou cités-États, se convertirent en le cœur de la vie politique et culturelle. Athènes et Sparte représentaient deux formes opposées d'entendre la société, l'une basée sur la liberté civique et la pensée, l'autre sur la discipline militaire et l'obéissance. Les Grecs, cependant, partageaient une langue, une religion et un sens commun d'appartenance. Chaque polis rendait culte à ses dieux et célébrait des compétitions en leur honneur, comme les Jeux olympiques, où la rivalité sportive reflétait la fierté de chaque cité. À Athènes, la pensée atteignit un niveau sans précédent. Les philosophes commencèrent à questionner la nature du pouvoir, de la justice et de la connaissance. Les écoles se multiplièrent et les débats publics étaient une partie essentielle de la vie civique. Pendant ce temps, Sparte maintenait une structure basée sur la force et la loyauté. Son système éducatif entraînait les jeunes dès le plus jeune âge pour la guerre, et sa politique était conçue pour soutenir une armée invincible. Entre les deux cités se développa une tension qui marquerait l'histoire grecque. La guerre du Péloponnèse, longue et dévastatrice, laissa la Grèce affaiblie et divisée, ouvrant la voie à un nouveau conquérant. Depuis le nord, en Macédoine, Alexandre Magno hérita du pouvoir de son père et entreprit une campagne qui changerait la carte du monde. Avec une armée disciplinée et une stratégie impeccable, il conquit les territoires de l'Asie mineure, l'Égypte, la Perse et une partie de l'Inde. Là où il arrivait, il fondait des cités et étendait la culture grecque. Les coutumes locales se mélangèrent avec les Hellènes, donnant origine à un vaste échange culturel. L'architecture, la langue et la pensée grecque se diffusèrent jusqu'à des régions où l'on n'avait jamais entendu parler d'Homère, ni des philosophes d'Athènes. Le résultat fut un monde hellénistique divers, uni par l'héritage d'un seul homme,
dans les terres de la Méditerranée occidentale, un autre pouvoir émergeait avec force, Rome. Ce qui commença comme une petite cité à côté du Tibre se convertit en une puissance aux ambitions illimitées. L'organisation de son armée, l'administration du territoire et son système légal furent des outils clés pour l'expansion. Rome affronta d'abord ses voisins, puis traversa la mer et défia des puissances étrangères. Dans les guerres puniques, elle vainquit Carthage et assura la domination de la Méditerranée. Les territoires conquis s'intégrèrent dans un réseau de provinces connectés par des chemins, des aqueducs et des lois communes. La République romaine se transforma graduellement en un empire qui s'étendait des îles britanniques jusqu'à l'Égypte. L'Empire romain atteignit une sophistication qu'aucune civilisation n'avait atteinte auparavant. Sa structure administrative garantissait l'ordre et son système juridique se convertit en le modèle pour les futures générations. La citoyenneté romaine octroyait des droits et des devoirs, et les empereurs maintenaient le contrôle à travers la force et la propagande. Monuments, forums et temples symbolisaient la grandeur de l'État. Cependant, sous la surface du pouvoir, les tensions grandissaient également. Les inégalités sociales et les guerres internes menaçaient constamment la stabilité. Malgré cela, Rome réussit à se maintenir pendant des siècles comme l'axe du monde connu. Pendant que Rome s'étendait, une nouvelle foi naissait dans les marges de son territoire. Dans une petite région du Proche-Orient surgit le christianisme, une doctrine qui proposait une vision radicalement différente du pouvoir et de la vie. Ses premiers adeptes prêchaient l'égalité et le salut à travers la foi. Au début, ils furent persécutés par l'Empire, mais avec le temps, leur message s'étendit par tous les coins de l'Europe. Le christianisme se convertit en la base spirituelle du continent occidental et transforma la culture, la politique et la pensée de l'époque. L'union entre religion et État serait l'un des héritages les plus durables du monde classique. Dans l'Inde, la tradition spirituelle atteignit une nouvelle splendeur avec les dynasties Maurya et Gupta. Chandragupta unifia de vastes territoires et établit un gouvernement centralisé. Son petit-fils, Asoka, mena l'empire à sa maximum extension et adopta le bouddhisme comme principe moral de son gouvernement. Il promut la tolérance religieuse, l'éducation et la construction d'hôpitaux et de chemins. Des siècles plus tard, la période Gupta marqua un âge d'or en sciences et en arts. Les mathématiques, l'astronomie et la littérature en sanskrit se développèrent. Le système décimal et l'usage du zéro naquirent à cette époque, montrant que la connaissance pouvait fleurir autant que la conquête. À l'extrémité orientale de l'Asie, la Chine traversait son propre processus de consolidation. Après des siècles de royaumes affrontés, la dynastie Qin unifia le territoire sous un seul gouvernement. On standardisa la monnaie, l'écriture et les mesures, créant une base solide pour l'administration impériale. La construction de murailles défensives symbolisa l'effort pour protéger et définir les frontières de l'Empire. Bien que le règne des Qin fût bref, il posa les bases du futur. La dynastie Han, qui lui succéda, établit une ère de stabilité et de prospérité. Le confucianisme se convertit en la philosophie dominante, centrée sur l'harmonie sociale, la vertu et le respect de l'autorité. Durant les Han, la bureaucratie impériale atteignit un degré d'organisation sans précédent. Les examens de mérite ouvrirent la possibilité d'ascension aux fonctionnaires les plus compétents, sans importance de leur origine. L'agriculture s'étendit grâce à des innovations techniques et les caravanes commencèrent à parcourir de longues distances en portant de la soie, des épices et des métaux précieux. Les routes terrestres connectèrent la Chine avec le monde occidental, ouvrant un échange qui plus tard serait connu comme la route de la soie. À travers elle voyageaient des biens, des idées et des croyances, unissant des cultures qui jusqu'alors étaient restées isolées. Le monde classique fut avant tout une période d'équilibre entre la raison et la foi, la guerre et la création. Les Grecs enseignèrent à penser, les Romains à gouverner, les Indiens à chercher la sagesse intérieure et les Chinois à vivre en harmonie. Dans chaque région, la civilisation atteignit une forme unique, mais toutes partageaient une même impulsion, comprendre l'ordre du monde et assurer sa permanence. Les temples, les sculptures et les textes de cette époque ne représentèrent pas seulement la beauté ou la dévotion, mais le désir humain de laisser une trace au-delà du temps. À mesure que les siècles avançaient, les frontières entre cultures devenaient plus diffuses. Le contact entre Orient et Occident multiplia les connaissances et les arts. Les sages voyageaient entre cours et monastères, partageant des découvertes sur la médecine, l'astronomie et la philosophie.
Le legs classique s'étendit au-delà des empires qui l'avaient originaire. Les langues, les lois et les croyances traversèrent des montagnes, des déserts et des mers. Ce qui commença comme un ensemble de civilisations séparées termina par se convertir en un réseau culturel interdépendant qui transforma l'histoire humaine. Vers la fin de cette période, le monde connu se trouvait sous la domination de grandes structures impériales. Rome contrôlait la Méditerranée, la Chine consolidait son pouvoir en Asie et l'Inde jouissait d'un fleurissement culturel. Cependant, les fondations de cette grandeur commençaient à montrer des fissures. Les guerres continues, les crises économiques et les luttes internes affaiblissaient les États les plus puissants. Malgré cela, le legs du monde classique perdura. Ses idées de gouvernement, de religion et de pensée continueraient de modeler l'histoire durant les siècles postérieurs. Le cycle du monde antique se fermait lentement, mais son influence commençait à peine. Dans les pierres des temples, dans les écrits des philosophes et dans les lois des empires, resta gravé l'esprit d'une époque qui changea pour toujours la manière de comprendre la civilisation. De la Grèce à la Chine, de l'Indus au Tibre, l'humanité avait appris à construire, penser et croire avec une profondeur qu'aucun temps postérieur ne pourrait effacer. De Byzance à l'islam, les traditions qui ont divisé le monde. Durant les siècles postérieurs à l'apogée du monde classique, les civilisations commencèrent à prendre des directions distinctes. La communication entre l'Orient et l'Occident s'amplifia grâce à des routes qui traversaient des déserts, des montagnes et des mers. Les empires, les religions et les cultures se diversifièrent, et l'histoire humaine entra dans une phase d'expansion inégale, où l'échange et l'isolement coexistèrent. Ce fut une époque de transformation profonde, durant laquelle les peuples apprirent à s'adapter à de nouvelles réalités politiques, spirituelles et économiques. Au cœur de l'Eurasie, les grands couloirs naturels se convertirent en scénarios de transit et de conflits. Les steppes et déserts du centre du continent furent dominés par des peuples nomades qui contrôlèrent le commerce entre les civilisations établies. Des caravanes chargées de soie, de métaux, de chevaux et d'épices traversaient ces territoires, unissant des mondes très différents. Les empires nomades ne transportèrent pas seulement des biens, mais aussi des idées, des religions et des technologies. La mobilité se transforma en un élément clé du pouvoir. Les peuples qui dominaient les passages et les routes étaient capables d'influencer tant la Chine que la Perse ou la Méditerranée. Tandis que le commerce unissait les continents, une nouvelle foi surgissait en Arabie. Au milieu du désert, Mahoma commença à prêcher un message qui changerait l'histoire. L'islam s'étendit avec rapidité, guidé par une foi monothéiste qui unifia des tribus dispersées sous une même croyance. Après sa mort, les califats continuèrent l'expansion, établissant des centres de pouvoir à Damas, Bagdad et Cordoue. Les armées arabes conquirent de vastes territoires depuis le nord de l'Afrique jusqu'à la vallée de l'Indus. Au-delà de la conquête militaire, ils emportèrent avec eux la connaissance grecque et perse, développant une culture d'apprentissage, de science et d'art. Les cités islamiques se convertirent en foyers d'études, où mathématiciens, astronomes et philosophes travaillaient conjointement. Le monde islamique atteignit un niveau de sophistication exceptionnel. Les palais, les mosquées et les jardins reflétaient une vision de l'univers basée sur l'ordre et la beauté. Les universités et les bibliothèques préservèrent des savoirs anciens et les diffusèrent vers l'Europe. Bagdad fut le centre intellectuel du monde connu et Cordoue un symbole de coexistence entre cultures. On y étudiait la médecine, l'algèbre, la géographie et la philosophie. Pendant ce temps, les commerçants musulmans naviguaient sur l'océan Indien et la mer Rouge, établissant des liens avec l'Afrique et l'Asie orientale. L'islam ne fut pas seulement une religion, mais aussi un réseau qui connecta des civilisations à travers le savoir et l'échange. En même temps, dans l'Orient de la Méditerranée, l'Empire byzantin héritait d'une partie de la splendeur de Rome. Depuis sa capitale, Constantinople, il gouvernait un territoire qui combinait des héritages grecs, romains et chrétiens. Son pouvoir se soutenait sur une administration solide et une armée disciplinée. Les empereurs se considéraient comme des défenseurs de la foi et des garants de l'ordre universel. Les églises byzantines, décorées de mosaïques et de coupoles dorées, reflétaient la dévotion religieuse et le raffinement artistique. L'orthodoxie se consolida comme forme d'identité distincte de la tradition occidentale. Bien qu'il fit face à des menaces externes constantes, Byzance maintint vivante l'héritage du monde classique pendant presque 1000 ans. Pendant que l'Est préservait sa splendeur, l'Occident européen expérimentait des transformations.
Après l'effondrement de l'Empire romain, surgirent de nouveaux royaumes qui mélangeaient des traditions germaniques avec le legs latin. L'Église se convertit en la principale force unificatrice, offrant une stabilité spirituelle et une autorité morale. Dans la Méditerranée orientale, les guerres entre chrétiens et musulmans marquèrent des siècles d'affrontements. Les croisades naquirent du désir de récupérer les lieux sacrés, mais elles impulsèrent aussi le commerce et le contact entre cultures. Les ports italiens prospérèrent avec les routes maritimes et les cités grandirent grâce à l'échange de biens orientaux et occidentaux. Dans la péninsule ibérique, la coexistence entre musulmans, chrétiens et juifs donna lieu à un creuset culturel unique. Cordoue, Tolède et Grenade furent des centres de connaissances où l'on traduisit des textes de philosophie et de sciences. Dans le reste de l'Europe, le système féodal organisa la vie rurale. Les seigneurs contrôlèrent les terres, les paysans travaillaient sous leur protection, et les monastères accumulaient pouvoir économique et culturel. Les universités naquirent des écoles monastiques, se convertissant en espaces où l'on débattait de théologie et de raison. La pensée scolastique tenta de réconcilier la foi avec la logique, préparant le terrain pour le réveil intellectuel qui viendrait plus tard. Dans le sud de l'Asie, l'Inde se convertit en scénario de nouvelles synthèses culturelles. Les sultanats établis par des conquérants musulmans introduisirent l'architecture islamique et de nouvelles formes d'administration. Des cités comme Delhi se transformèrent en capitales dynamiques où coexistaient différentes religions et langues. Malgré les tensions, la fusion entre les traditions hindoues et islamiques produisit un fleurissement artistique notable. La poésie, la musique et la construction de mosquées et de temples montraient la diversité spirituelle du sous-continent. Les échanges avec l'Asie centrale et l'Asie du Sud-Est consolidèrent la position de l'Inde comme un pont entre cultures. La Chine, pour sa part, vécut une des périodes les plus brillantes de son histoire sous les dynasties Tang et Song. L'administration impériale atteignit une efficacité sans précédent. Les examens publics permettèrent l'accès au gouvernement par mérite, et l'économie florissait grâce à des innovations techniques en agriculture, métallurgie et navigation. Les cités grandirent, les marchés se multiplièrent et l'art prospéra. La peinture, la poésie et la porcelaine reflétaient une sensibilité raffinée et une vision équilibrée du monde. Dans ce contexte, la philosophie confucéenne se réaffirma comme guide moral et politique, tandis que le bouddhisme continuait d'être une influence importante dans la vie spirituelle. L'expansion culturelle chinoise impulsa également le développement de la science. Les astronomes élaborèrent des calendriers précis, les ingénieurs améliorèrent les systèmes hydrauliques et les inventeurs créèrent des mécanismes qui révolutionnèrent la production. Les routes terrestres et maritimes étendirent la portée du commerce chinois jusqu'à l'Asie du Sud-Est et au-delà. L'échange avec d'autres peuples apporta des produits, des idées et des techniques qui enrichirent la civilisation. Pendant ce temps, l'équilibre entre tradition et rénovation fut la clé de la stabilité impériale. Au Japon, l'histoire prit une direction propre. Les influences chinoises et coréennes introduisirent l'écriture, le bouddhisme et les modèles administratifs. Cependant, le pays adapta ses idées à son contexte insulaire. Au fil des siècles, le pouvoir se déplaça de l'empereur aux seigneurs féodaux et aux shoguns. Les samouraïs, guerriers régis par un code d'honneur strict, se convertirent en le symbole de la culture japonaise. Leur loyauté, discipline et sens du devoir définirent la structure sociale. La vie dans les cours impériales coexistait avec l'austérité des temples et la rigidité du champ de bataille. L'art, la poésie et le théâtre reflétaient l'équilibre entre la beauté et la mort, valeur centrale de cette société. Dans d'autres régions de la planète, des peuples distants poursuivaient leur propre développement. En Afrique, les royaumes du Sahel et la région du Niger grandirent autour du commerce de l'or, du sel et de l'ivoire. Dans la vallée du Nil, la Nubie et l'Éthiopie maintinrent des contacts avec le monde arabe et conservèrent d'anciennes traditions chrétiennes. En Amérique, les civilisations mayas et aztèques perfectionnèrent l'agriculture et construisirent des cités monumentales. Les temples, les observatoires et les systèmes d'écriture démontraient une connaissance profonde du temps et de la nature. Bien que séparées par des océans, ces cultures partageaient la même impulsion humaine d'organisation, de croyance et de pouvoir. Vers la fin de cette ère, l'Europe commençait à montrer des signes de changement.
La croissance des cités, la renaissance du commerce et l'expansion de l'éducation transformèrent lentement sa structure sociale. Les corporations régulèrent la production artisanale et les universités diffusèrent le savoir. Les royaumes centralisés commençaient à substituer le féodalisme, donnant lieu à des monarchies plus fortes. L'art gothique, les cathédrales et les manuscrits enluminés reflétaient une spiritualité intense et une confiance croissante dans la raison humaine. Dans cet environnement surgirent les premiers explorateurs, mus par la curiosité et le désir d'atteindre de nouvelles terres. Le monde médiéval s'approchait de sa fin. Après des siècles de séparation entre l'Orient et l'Occident, les routes commerciales, la science et la foi avaient tissé un nouvel équilibre global. Les traditions divergentes s'étaient multipliées, chacune avec son identité propre, mais toutes partageaient la même quête de sens et d'ordre. Les civilisations se regardaient à travers le commerce, la guerre ou la religion, apprenant les unes des autres sans cesser de conserver ce qui les rendait uniques. Ainsi, l'histoire avançait vers un nouvel horizon, où la redécouverte du savoir antique et les premières explorations marqueraient le début d'une nouvelle ère. Le nouvel ordre, l'ascension de l'Europe et l'expansion. Dans les siècles qui suivirent la splendeur médiévale, les civilisations commencèrent à regarder le monde avec une nouvelle ambition. Les routes commerciales, les conquêtes et les découvertes scientifiques transformèrent les équilibres de pouvoir. Tandis que l'Orient maintenait ses traditions impériales, l'Europe se préparait à étendre son influence au-delà de ses frontières. L'histoire entrait dans une étape où le savoir, la foi et l'autorité se réorganisaient pour donner forme à une nouvelle ère globale. En Asie, deux grands empires représentaient la stabilité et la continuité du pouvoir traditionnel. En Chine, la dynastie Qing consolida sa domination sur un vaste territoire, étendant les frontières jusqu'au Tibet, à la Mongolie et au Xinjiang. Son administration centralisée garantissait le contrôle du commerce et de l'agriculture, maintenant une structure hiérarchique qui renforçait le rôle de l'empereur comme médiateur entre le ciel et la terre. La bureaucratie confucéenne régulait chaque aspect de la vie sociale, de la justice à l'éducation. Malgré son apparent isolement, l'Empire chinois maintenait un contact avec des commerçants européens qui arrivaient par mer en quête de soie, de porcelaine et de thé. Plus à l'ouest, l'Empire moghol dans l'Inde atteignit une étape de splendeur sous le gouvernement d'Akbar et de ses successeurs. Sa cour combinait le luxe islamique avec la diversité culturelle du sous-continent. Les cités de Delhi, Agra et Lahore se remplissaient de jardins, de palais et de marchés. L'art, l'architecture et la littérature fleurissaient dans un environnement de tolérance religieuse. Cependant, à mesure que l'Europe s'étendait par les mers, les puissances asiatiques commencèrent à sentir la pression du commerce extérieur. Les bateaux européens ne transportaient pas seulement des marchandises, ils amenaient également des ambitions politiques et militaires. L'équilibre des empires orientaux commençait à chanceler face à un nouveau monde qui se mouvait de plus en plus rapidement. En Europe, les XVe et XVIe siècles marquèrent la renaissance des idées et la reconfiguration du pouvoir. Les cités prospéraient, les banques grandissaient et le commerce maritime impulsait une économie plus dynamique. La Renaissance apporta avec elle une nouvelle vision de l'être humain et du savoir. Les artistes et penseurs explorèrent l'anatomie, la perspective et la nature avec une rigueur qui n'avait pas été vue depuis l'Antiquité. À Florence, Rome ou Venise, les ateliers se convertirent en laboratoires d'innovation artistique et technique. L'observation et la raison remplacèrent la simple acceptation des dogmes anciens. En même temps, la religion chrétienne faisait face à une de ses plus grandes crises. Les tensions entre l'Église et la société donnèrent origine à des mouvements qui cherchaient à réformer les pratiques religieuses. Dans différentes régions, l'autorité spirituelle fut défiée par de nouvelles interprétations de la foi. L'imprimerie permit de diffuser rapidement des textes et des débats qui auparavant étaient réservés aux monastères. Ce processus ouvrit la porte à la modernité, transformant la relation entre l'individu et l'autorité. Les monarques profitèrent du changement pour renforcer leur pouvoir, créant des États plus centralisés et efficients. L'absolutisme se consolida comme modèle politique dominant. Les rois justifièrent leur autorité comme un mandat divin. En France, le pouvoir du monarque s'étendit à tous les domaines de la vie publique. Les armées permanentes, les bureaucraties royales et les systèmes fiscaux fortifièrent les couronnes européennes.
En Angleterre, en Espagne et aux Pays-Bas, l'équilibre entre la noblesse, la religion et le commerce définissait le cap de chaque nation. La rivalité entre puissances se convertit en un moteur constant de développement, impulsant la construction de flottes et le contrôle de nouvelles routes maritimes. Au milieu de ce dynamisme, la pensée commença à se libérer des limitations imposées par l'autorité traditionnelle. L'observation, l'expérience et la raison remplacèrent les vérités acceptées. L'illustration émergea comme un mouvement qui valorisait la liberté de penser et la recherche du savoir universel. Scientifiques et philosophes de toute l'Europe débattaient sur l'ordre naturel et les lois qui régissaient l'univers. Les académies et sociétés scientifiques se multiplièrent, et les universités se convertirent en centres d'innovation. Les découvertes en physique, en astronomie et en biologie transformèrent la manière dont l'homme comprenait le monde. Les penseurs illustrés questionnèrent également la légitimité du pouvoir absolu. La politique commença à être vue comme une affaire rationnelle, non seulement religieuse ou héréditaire. Écrivains et philosophes proposèrent de nouvelles formes de gouvernement basées sur la raison, l'égalité et la liberté. Les idées de progrès et de droit naturel gagnèrent en force, bien qu'elles étaient encore loin de se matérialiser pleinement. Dans ce contexte, l'Europe se préparait à étendre son influence au-delà de son propre continent, convaincue que son savoir et son organisation justifiaient son expansion. Le surgissement des grandes puissances européennes changea pour toujours l'équilibre mondial. La France, l'Angleterre, l'Espagne et les Pays-Bas se disputaient des territoires, des ressources et des routes maritimes. Les guerres impériales se multiplièrent, non seulement en Europe mais en Amérique, en Asie et sur les océans. Les armées et les marines se convertirent en instruments du commerce et de la politique. Les alliances changeaient constamment, impulsées par la compétition économique et l'ambition territoriale. Les rivalités entre nations transformèrent le monde connu en un échiquier global où le pouvoir dépendait autant de la force militaire que du contrôle des mers. Pendant ce temps, les colonies européennes grandissaient en influence. Les richesses extraites d'Amérique alimentaient les économies métropolitaines. Les ports se remplissaient d'argent, d'or et de produits exotiques. Dans les usines et les ateliers, la production commençait à s'organiser de façon plus systématique, donnant origine à une économie pré-industrielle. Le commerce international unissait des régions distantes dans un même circuit économique. Les nouveaux centres urbains se convertirent en lieux d'opportunités et de conflits, où les bourgeois émergeaient comme une classe avec un pouvoir économique propre. L'impulsion expansionniste ne s'arrêta pas là. Les puissances européennes étendirent leur influence sur l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. La colonisation globale transforma les paysages et les sociétés. De nouvelles routes maritimes connectaient les continents dans un réseau de plus en plus interdépendant. Les langues, les coutumes et les religions européennes se diffusèrent par des régions entières. Cependant, derrière cette avancée se cachaient l'exploitation et la domination. Les cultures locales furent déplacées, et des millions de personnes restèrent soumises à des systèmes étrangers à leurs traditions. Le pouvoir européen s'érigea sur une base d'inégalité qui définirait les siècles postérieurs. Le résultat de ce processus fut une nouvelle forme d'équilibre mondial. Les économies de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie commencèrent à s'entrelacer. Les découvertes scientifiques, les avancées technologiques et les explorations maritimes créèrent un monde interconnecté. Les villes portuaires grandirent en importance et les banques et compagnies commerciales se convertirent en les nouveaux centres de décision. Le commerce cessa d'être local pour se transformer en un système global de production et de consommation. Pour la première fois, l'histoire humaine acquérait une échelle véritablement planétaire. Dans ce contexte de changement, la science se consolida comme force transformatrice. L'observation empirique et la méthode expérimentale remplacèrent les anciens dogmes. Les astronomes découvrirent des lois qui expliquaient le mouvement des planètes. Les physiciens formulèrent des principes sur la matière et l'énergie, et les médecins élargirent la connaissance du corps humain. Ces avancées altérèrent la relation entre l'homme et la nature. Le savoir cessa d'appartenir à quelques érudits et commença à se diffuser parmi les classes éduquées. La curiosité, l'analyse et la raison se convertirent en valeurs essentielles de la nouvelle société. Les idées politiques évoluèrent également. Les penseurs commencèrent à imaginer un monde dans lequel le pouvoir serait limité par des lois et des droits. Les textes philosophiques se transformèrent en guides pour l'action.
Les discussions sur le contrat social, la souveraineté et la liberté individuelle s'étendirent par toute l'Europe. Les gouvernants, bien qu'encore autoritaires, se virent obligés de justifier leurs décisions devant l'opinion publique. Le débat entre autorité et liberté se convertit en l'axe de la pensée moderne, préparant le terrain pour les mouvements révolutionnaires qui surgiraient plus tard. Vers la fin du XVIIIe siècle, l'Europe dominait le commerce, la science et la politique mondiale. Les empires orientaux se maintenaient puissants, mais de plus en plus pressés par l'avancée occidentale. Les nouvelles idées sur le progrès et la raison transformèrent la manière dont les sociétés comprenaient leur place dans le monde. L'esprit d'exploration et de conquête donna lieu à un nouvel ordre global dans lequel l'Europe se voyait elle-même comme le centre de la civilisation. Cependant, la même impulsion qui favorisa sa grandeur sema également les graines des conflits futurs. La naissance de l'ère européenne ne fut pas seulement une expansion géographique, mais une transformation complète de la pensée humaine. Dans ces universités, ces ateliers et ces ports se développait un monde interconnecté où le savoir, le commerce et l'ambition définissaient de l'histoire. Les empires de l'Est et de l'Ouest avaient coexisté pendant des siècles, mais à partir de ce moment, la domination européenne marquerait le rythme du monde moderne. L'ère du progrès, révolution, industrie et changement global. À la fin du XVIIIe siècle commença une étape de croissance accélérée qui altéra tous les aspects de la vie humaine. Les populations grandirent, les cités s'étendirent et les machines remplacèrent l'effort physique. L'humanité entrait dans une ère au rythme vertigineux marquée par la production massive, l'avancée scientifique et les changements politiques qui définirent les siècles suivants. Ce fut un temps où l'histoire cessa d'avancer lentement pour commencer à courir avec force. En Europe, le débat sur la population et la richesse reflétait une nouvelle conscience sur le changement social. Thomas Malthus avertit dans son essai sur le principe de la population que l'augmentation des habitants pouvait conduire au désastre si la production d'aliments ne grandissait pas au même rythme. Sa vision pessimiste s'imposa dans un contexte où les chiffres démographiques commençaient à monter d'une manière inédite. En 1800, l'Europe comptait près de 190 millions de personnes. Un siècle après, elle dépassait les 400 millions. Malgré les avertissements, la réalité montra que la croissance s'accompagnait d'améliorations dans l'agriculture, l'hygiène et la santé. Les taux de mortalité descendirent avec rapidité et l'espérance de vie se doubla en peu de générations. Les cités commencèrent à se transformer en centres dynamiques. Londres, Paris et Berlin multiplièrent leur taille, attirant des milliers de travailleurs ruraux. L'urbanisation changea le paysage européen et donna lieu à une nouvelle forme de vie. Les rues se remplirent d'usines, d'ateliers et de quartiers ouvriers. La vie urbaine imposait un rythme distinct, régi par l'horloge et la journée de travail. Pendant ce temps, dans les champs se vivait une révolution silencieuse. De nouvelles techniques agricoles, le drainage des terres et l'utilisation de machinerie augmentèrent la productivité. L'Angleterre, pionnière dans ces avancées, se convertit en un modèle suivi par d'autres pays. La production de céréales, de viande et de lait grandit jusqu'à des niveaux impensables des siècles auparavant. L'expansion agricole coïncida avec une vague d'innovations techniques. L'énergie de la vapeur permit le développement de locomotives et de bateaux capables de transporter des charges à des vitesses avant inimaginables. Le chemin de fer raccourcit les distances et connecta des régions entières, changeant la façon de commercer et de voyager. Pour la première fois, les peuples isolés purent s'approvisionner en produits provenant de lieux lointains. Les mines, les ports et les ateliers commencèrent à travailler de manière interdépendante, alimentant un système économique de plus en plus global. Les nouvelles routes commerciales ne mouvaient pas seulement des marchandises, mais aussi des idées et des connaissances. La croissance industrielle impulsa une migration massive. Des millions d'Européens partirent vers l'Amérique en recherche d'opportunités. Entre 1840 et 1930, plus de 50 millions traversèrent l'Atlantique. Les cités du Nouveau Monde se remplirent d'accents et de métiers européens. Cette mobilité globale changea la composition des nations et contribua à l'expansion du commerce international. La production en série multiplia les biens disponibles et donna lieu à des marchés de plus en plus vastes. L'argent et les marchandises se déplaçaient avec une rapidité inconnue et la prospérité commença à se mesurer par la capacité de consommation. Cependant, l'accélération apporta également des déséquilibres. Les grandes villes firent face à l'entassement, aux maladies et à la pauvreté.
Les conditions de travail dans les usines étaient dures, journées exténuantes, travail infantile et salaires minimaux. Dans les mines, hommes et femmes travaillaient sous terre pendant des heures interminables. Le contraste entre la richesse industrielle et la misère ouvrière se fit visible dans chaque cité. Intellectuels et réformateurs commencèrent à dénoncer l'inégalité sociale. Les gouvernements, pressés par le mécontentement, approuvèrent des lois pour protéger les femmes et les enfants, établir des horaires raisonnables et améliorer la salubrité publique. Les réformes sociales se convertirent en partie inséparable du progrès matériel. Au milieu de ce contexte, la pensée économique changea également. Surgit l'idée que le marché devait être régulé le moins possible pour stimuler la production. Les doctrines du laisser-faire s'imposèrent parmi les théoriciens et les entrepreneurs. Les défenseurs du libre-échange croyaient que la concurrence naturelle générerait le bien-être pour tous. Le Royaume-Uni fut le premier pays à adopter cette politique, confiant dans son pouvoir industriel et maritime. Cependant, d'autres États européens optèrent pour protéger leurs industries, conscients que la concurrence globale pouvait les ruiner. L'expansion économique se convertit ainsi en une course entre puissances qui cherchaient à maintenir leur position dans un monde en constante transformation. La nouvelle richesse alimenta également des changements politiques. Le XIXe siècle fut témoin de mouvements qui renversèrent d'anciens systèmes. En Amérique, les colonies britanniques se convertirent en États-Unis après une longue guerre d'indépendance. Le nouveau pays, fondé sur des principes républicains, démontra qu'il était possible de construire un gouvernement basé sur la volonté populaire. Sa constitution inspira d'autres peuples à questionner l'absolutisme et à chercher des modèles plus représentatifs. En Europe, l'agitation ne tarda pas à arriver. La Révolution française de 1789 rompit les structures de l'Ancien Régime et diffusa des idées de liberté et d'égalité qui marquèrent le siècle suivant. Les monarchies réagirent avec crainte, mais les changements étaient déjà irréversibles. La carte politique européenne se reconfigura plusieurs fois. Après les guerres et les traités, de nouveaux États unifiés surgirent. L'Allemagne et l'Italie réussirent à se consolider dans la seconde moitié du XIXe siècle, impulsés par des leaders qui surent combiner nationalisme et stratégie militaire. L'apparition de ces pays altéra l'équilibre continental et donna origine à de nouvelles rivalités. La politique internationale se convertit en un jeu d'alliances, et les puissances commencèrent à mesurer leurs forces non seulement par leur armée, mais par leur capacité industrielle et économique. Le Royaume-Uni étendit son influence grâce à sa flotte et ses finances. Il contrôlait des routes maritimes, des marchés et des colonies qui assurèrent l'approvisionnement en matières premières. À son côté, les États-Unis grandissaient avec rapidité, développant une économie puissante et un système politique stable. Les deux nations anglo-saxonnes marquèrent le rythme de la modernité. Pendant ce temps, la France cherchait à récupérer son prestige après ses défaites, et la Russie avançait lentement vers l'industrialisation. L'Europe se transforma en le centre de décision de la planète, un continent qui dictait mode, théorie et modèle d'organisation. Le XIXe siècle fut également l'apogée de la domination européenne sur d'autres régions. Les puissances divisèrent l'Afrique, l'Asie et l'Océanie en zones d'influence, établissant des systèmes de contrôle politique et économique. Les expéditions scientifiques et militaires se justifiaient comme des missions de civilisation, mais derrière se trouvait la recherche de ressources et de marchés. Les grandes cités coloniales surgirent comme des enclaves de pouvoir, où coexistaient administrateurs européens et peuples soumis. L'expansion globale apporta avec elle des tensions, des résistances et des inégalités qui plus tard alimenteraient des mouvements d'indépendance. En Asie, les puissances traditionnelles affrontèrent la pression du monde moderne. La Chine, après des siècles de stabilité sous les Qing, se vit forcée d'ouvrir ses ports au commerce extérieur. Les guerres et les concessions imposées par des puissances étrangères affaiblirent l'empire et montrèrent les limitations de son système. En contraste, le Japon entreprit une profonde transformation durant l'ère Meiji. Son gouvernement adopta des institutions occidentales, modernisa l'armée et encouragea l'industrie, réussissant en peu de décennies à se convertir en une puissance régionale. Ces processus démontrèrent que l'équilibre mondial était en train de changer. L'Asie commençait à se reconfigurer au milieu de la poussée européenne. Au cœur de ce temps d'accélération, la science se consolida comme moteur du progrès. Les découvertes en physique, en chimie et en médecine changèrent la manière dont l'être humain comprenait son environnement.
L'utilisation de l'électricité, du télégraphe et des nouveaux moyens de transport réduisirent les distances et les temps. L'éducation s'étendit, la presse multiplia la circulation d'idées et l'opinion publique acquit un rôle décisif. La connaissance devint un outil de pouvoir. Les sociétés alphabétisées étaient plus productives et les États commencèrent à investir dans des écoles, des laboratoires et des universités. Vers la fin du XIXe siècle, la planète était plus interconnectée que jamais. Les trains, les câbles sous-marins et les bateaux à vapeur unissaient les continents en question de jours. Les cités grandissaient sans pause, les empires rivalisaient pour des territoires et les mouvements sociaux commençaient à réclamer des droits. L'accélération n'était pas seulement économique, elle était mentale et culturelle. L'humanité était entrée dans une étape où le changement se convertit en la norme. Les transformations du siècle antérieur avaient préparé le terrain pour un monde qui avancerait de plus en plus rapidement. Le siècle de l'impulsion laissa derrière lui une société nouvelle, urbanisée, technifiée et consciente de son pouvoir. Les vieilles structures avaient été remplacées par des systèmes en mouvement constant. Les puissances industrielles dominaient la planète, les peuples colonisés commençaient à résister, et les idées de liberté et de progrès s'étendaient par tous les coins. L'histoire, qui durant des millénaires avait avancé lentement, s'était mise en marche à toute vitesse. Depuis lors, l'humanité ne s'arrêta plus jamais. Le siècle des guerres, la fin de la domination européenne. Au début du XXe siècle, le monde européen se trouvait à son apogée de pouvoir, mais aussi face à des tensions qui briseraient bientôt cet équilibre. Les villes grandissaient, les usines se multipliaient et la population atteignait des chiffres jamais vus. En 1900, l'Europe concentrait près du quart des habitants de la planète, soutenue par des économies industrielles et des réseaux coloniaux qui couvraient presque toute la carte. Cependant, l'essor matériel cachait un système sous pression. Les inégalités sociales, les mouvements ouvriers, le surgissement d'idéologies extrêmes et le nationalisme ardent s'entrelaçaient dans un réseau qui commençait à se tendre. Les transformations urbaines avaient changé le visage du continent. La majorité des Européens vivaient déjà dans des villes où la richesse coexistait avec la misère. Les usines produisaient sans relâche, mais la classe travailleuse souffrait de journées épuisantes et de bas salaires. Les quartiers ouvriers, surpeuplés et sans service, se convertirent en le scénario de nouvelles tensions. De cette réalité naquit un phénomène inédit, le chômage massif. Pour la première fois, le progrès générait sa propre instabilité, et l'idée de crise économique commença à former partie du langage politique. Les mouvements socialistes et syndicaux grandirent avec rapidité. En Allemagne, le Parti social-démocrate devint une force de masse, organisée, disciplinée, et avec un discours qui parlait de révolution, bien que beaucoup de ses leaders commençaient à préférer la voie pacifique du vote. Dans d'autres pays, le radicalisme prenait des formes plus violentes. Les anarchistes réalisaient des attentats et des assassinats qui ébranlaient les gouvernements et les bourgeoisies, tandis qu'en Russie, les paysans continuaient à s'affronter aux propriétaires terriens et le terrorisme politique coûtait la vie même à un tsar. La révolution n'était plus une idée lointaine, elle était une possibilité concrète. En parallèle, les sociétés européennes expérimentaient une transformation silencieuse. L'éducation s'étendait, le vote masculin se généralisait et les femmes commençaient à réclamer leur place. Dans les usines, les bureaux et les écoles, elles intégraient le monde du travail, gagnant une indépendance économique et remettant en question des structures qui les avaient limitées pendant des siècles. L'accès au travail et à l'éducation ouvrait des chemins qui transformeraient la famille, le mariage et la morale sociale. L'apparition des premières méthodes contraceptives et d'appareils domestiques simples, comme les cuisinières, les aspirateurs ou les machines à laver, changea lentement la vie quotidienne. Sans le savoir, le XXe siècle était déjà en train de redessiner les rôles sociaux. La politique aussi s'adaptait au nouveau temps. Les partis modernes, avec leurs campagnes, leurs leaders charismatiques et leur gestion de la presse, remplaçaient les vieilles élites. La croissance de la presse populaire et l'alphabétisation massive créèrent une nouvelle force, l'opinion publique. Les journaux, les affiches et les manifestations convertissaient n'importe quelle crise en une affaire nationale. Le nationalisme se nourrit de ce climat, s'étendant comme une fièvre par tout le continent. Les nations voulaient s'affirmer face à leurs voisins, tandis que les puissances voyaient leur prestige comme une question de survie.
Au cœur de l'Europe, l'Empire austro-hongrois vivait sous tension. Ces peuples slaves réclamaient l'autonomie, regardant vers la Serbie comme exemple d'indépendance. Au sud, les Balkans brûlaient dans des conflits qui entraînaient les grandes puissances dans des crises diplomatiques constantes. En même temps, l'Allemagne grandissait avec une énergie industrielle et militaire qui inquiétait ses voisins. La France n'oubliait pas la perte de l'Alsace et de la Lorraine. La Grande-Bretagne, maîtresse des mers, observait avec réticence la construction d'une flotte allemande de plus en plus grande. Dans cet environnement de rivalité, d'alliances et de méfiance, l'Europe avançait vers un dénouement inévitable. L'année 1914 marqua la rupture. Les systèmes de pouvoir qui avaient soutenu le siècle antérieur s'effondrèrent sous le poids de la guerre. En question de semaines, les puissances s'affrontèrent dans un conflit total qui engloba des continents. La guerre changea pour toujours la nature de la politique, de la technologie et de la société. L'usage d'armes automatiques, de gaz toxiques, de chars et d'avions convertit les champs de bataille en paysages de destruction massive. Des millions moururent dans les tranchées et la vie quotidienne se militarisa dans tous les pays. L'économie entière fut subordonnée à l'effort de guerre. Aucune société ne redevint la même. Le conflit altéra la perception du progrès. La science, qui pendant des décennies avait symbolisé l'espoir et l'avancée, se convertit en instrument de mort. La foi dans la raison s'affaiblit. Quand les armes se turent, l'Europe avait perdu non seulement une génération, mais aussi la confiance en elle-même. Les empires les plus anciens, l'austro-hongrois, le russe et l'ottoman, s'effondrèrent. À leur place, surgirent de nouvelles nations, beaucoup fragiles, marquées par les blessures de la guerre. La carte politique du continent fut redessinée, mais la paix s'avéra éphémère. Tandis que l'Europe tentait de se reconstruire, l'Asie commença à se transformer. En Chine, la chute de la dynastie Qing donna lieu à une république instable, divisée entre chefs régionaux et mouvements révolutionnaires. En Inde, les demandes d'autonomie se fortifièrent avec de nouvelles générations de leaders formés dans des universités britanniques. Au Japon, la modernisation avait déjà converti le pays en puissance régionale, capable de défaire la Russie et de s'étendre en Asie orientale. En somme, le continent asiatique vivait un processus de redéfinition, oscillant entre les traditions impériales et les modèles occidentaux. Le monde islamique aussi se reconfigura après l'effondrement ottoman. De ces restes surgirent de nouvelles frontières et des mandats administrés par des puissances européennes. Les terres arabes, qui étaient restées unies pendant des siècles sous Istanbul, se fragmentèrent en régions sous influence étrangère. La Syrie, l'Irak, la Palestine et l'Égypte restèrent sous contrôle européen, tandis que la Turquie, sous la direction de Mustafa Kemal, entreprenait une modernisation laïque qui rompait avec le passé impérial. Les tensions entre tradition et changement marquèrent le futur de la région. Le second grand conflit du siècle arriva à peine une génération après. L'ascension de régimes autoritaires, le chômage massif et la frustration nationale alimentèrent de nouvelles idéologies. La lutte pour les ressources et les frontières ralluma l'Europe. Le nouvel affrontement fut encore plus dévastateur. En peu d'années, le continent fut réduit à des ruines. La destruction physique et morale fut telle que le vieux pouvoir européen s'effondra définitivement. Les États-Unis et l'Union soviétique émergèrent comme les nouveaux centres de décision globale. L'Europe, épuisée, passait d'être le cœur du monde à devenir son champ de dispute. Les anciennes colonies profitèrent de ce vide. En Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, les mouvements nationalistes gagnèrent en force. Les peuples qui avaient été dominés pendant des siècles réclamaient l'indépendance. L'autorité morale des puissances européennes s'effondra après les horreurs de la guerre. La libération de l'Inde inspira des dizaines de nations, et la carte politique du monde se transforma en à peine 2 décennies. Les drapeaux coloniaux disparurent un après l'autre, remplacés par de nouveaux États qui cherchèrent leur place dans un système international divisé en 2 blocs. Le nouvel ordre global se définit sous la tension entre Washington et Moscou. 2 modèles opposés rivalisaient pour l'influence mondiale, capitalisme et communisme. Les conflits ne se livraient plus dans les champs de bataille européens, mais dans des territoires lointains à travers des guerres indirectes, de l'espionnage et de la propagande. Le monde s'organisa autour d'alliances et de peurs. Au milieu de cette rivalité, la science revint occuper un rôle central, cette fois comme outil de pouvoir. Les armes nucléaires, les satellites et la course spatiale marquèrent une nouvelle étape de l'histoire humaine.
En Europe, les pays détruits se reconstruisirent avec aide étrangère et coopération économique. La nécessité d'éviter une autre guerre mena à la création d'accords qui, avec le temps, se convertiraient en la base de l'Union continentale moderne. Pendant ce temps, l'art, la philosophie et la littérature reflétèrent la sensation de perte et d'absurde qu'avait laissé la première moitié du siècle. Le vieux continent qui pendant des siècles avait dicté le cap du monde cherchait maintenant sa propre identité. Au final, le XXe siècle fut le scénario du déclin européen. Les empires coloniaux s'évanouirent, les guerres détruisirent sa suprématie et l'influence globale se déplaça vers de nouvelles puissances. Ce qui pendant des siècles avait été le centre de la civilisation se convertit en témoin de sa propre chute. L'histoire de l'Europe, de la splendeur impériale à la division de la guerre froide, marqua le transit définitif vers un monde interdépendant et fragmenté. Le déclin ne fut pas seulement politique ou militaire, il fut aussi moral et culturel. Les certitudes du progrès et de la raison furent substituées par la conscience de la limite. L'ère européenne avait pris fin, mais son empreinte restait présente dans les institutions, les idées et les systèmes qui structurent le monde actuel. Des ruines de ces guerres surgit une nouvelle civilisation globale, héritière de sa science et de ses contradictions. Avec sa chute, le monde cessa d'avoir un centre unique. L'histoire, pour la première fois, devint véritablement planétaire. L'humanité connectée, le temps qui nous définit. Dans les décennies postérieures à la Seconde Guerre mondiale, le monde expérimenta des transformations qui altérèrent la manière dont les personnes comprenèrent la réalité. Les avancées en sciences et technologies redéfinirent la vie quotidienne, le travail et la communication. L'humanité entra dans une étape où la connaissance et l'information se convertirent en les ressources les plus précieuses. Pour la première fois, l'histoire ne se mesurait pas seulement par des guerres ou des empires, mais par la vitesse à laquelle les changements atteignaient chaque coin de la planète. Le progrès scientifique du XXe siècle marqua un saut sans précédent. Les découvertes en physique, biologie et chimie changèrent la relation de l'être humain avec l'environnement. La compréhension de l'atome permit de développer de nouvelles sources d'énergie, mais aussi des armes capables de détruire la planète. La médecine fit des pas décisifs avec la création d'antibiotiques, de vaccins et de techniques chirurgicales qui sauvèrent des millions de vies. L'exploration de l'espace révéla un univers plus vaste et complexe que celui imaginé. L'homme marcha sur la Lune et envoya des sondes au-delà des limites du système solaire. La science se convertit en la force motrice d'une civilisation qui semblait ne pas avoir de limites. La technologie numérique révolutionna les communications. Le développement des ordinateurs, le réseau global de satellites et, plus tard, Internet, transformèrent l'économie, l'éducation et la culture. L'information commença à circuler sans frontières, créant un système interconnecté qui changea pour toujours le concept de distance. En à peine un demi-siècle, le monde passa des télégraphes aux appels vidéo et du papier aux microprocesseurs. La vitesse du changement altéra la manière de penser et de travailler. Les nouvelles générations grandirent entourées d'écrans, de systèmes automatisés et d'une dépendance de plus en plus grande à la technologie. Dans ce contexte, la rivalité entre puissances se déplaça du champ de bataille au terrain idéologique et scientifique. Deux modèles opposés rivalisaient pour la domination mondiale, un basé sur la propriété privée et le libre marché, et un autre sur la planification étatique. Les deux cherchaient à étendre leur influence à travers la politique, l'économie et la culture. Les alliances militaires divisèrent la planète en zones de pouvoir, tandis que les conflits indirects s'étendaient en Asie, en Afrique et en Amérique latine. La course spatiale et le développement de l'énergie nucléaire se convertirent en symboles de prestige international. Chaque avancée technologique était une démonstration de force. Les tensions marquèrent la seconde moitié du siècle. En Asie, la péninsule coréenne se convertit en scénario d'un affrontement qui impliqua des armées internationales. Des années après, le sud-est asiatique vécut une guerre prolongée qui laissa de profondes cicatrices. Dans les Caraïbes, une tentative d'installer des missiles généra une crise qui mena le monde au bord de la destruction totale. Cependant, après des décennies d'affrontements indirects, les puissances rivales commencèrent à chercher la stabilité. Les accords et conférences établirent des limites et des mécanismes de contrôle. La menace restait latente, mais la peur d'un conflit nucléaire impulsa la diplomatie et la coopération limitée. Pendant ce temps, en Europe et en Amérique se vivait un essor économique sans précédent.
Les industries grandissaient, les salaires s'amélioraient et la consommation de masse définissait la nouvelle culture urbaine. L'automobile, les électroménagers et la télévision se convertirent en symboles de prospérité. Dans les universités, l'éducation s'étendit comme jamais auparavant. La science appliquée impulsa des secteurs comme l'énergie, la médecine et l'informatique. La société de masse créa de nouvelles habitudes de loisirs et de consommation, et les moyens de communication modelèrent opinions et aspirations collectives. Le progrès matériel, cependant, n'élimina pas les tensions sociales. Les luttes pour les droits civiques, l'égalité raciale et l'émancipation féminine transformèrent le tissu social de l'Occident. Dans les pays industrialisés, les mouvements de jeunesse des années 60 défièrent les structures traditionnelles. La musique, l'art et la politique fusionnèrent dans une protestation globale qui réclamait liberté et justice. Les universités se convertirent en centres de débats idéologiques. Les images de marches, de grèves et de manifestations parcoururent le monde grâce aux nouveaux moyens audiovisuels. Les demandes de changement s'étendirent aussi à l'écologie, avec les premiers avertissements sur l'impact environnemental de la croissance économique. L'humanité commençait à prendre conscience des limites de la planète. À l'autre extrémité du monde, les pays nouvellement indépendants cherchèrent leur place. En Afrique et en Asie, les jeunes gouvernements faisaient face à d'énormes défis, pauvreté, frontières imposées et économies dépendantes. Certains adoptèrent des modèles de planification étatique, d'autres optèrent pour des alliances avec des puissances étrangères. Les ressources naturelles se convertirent en motifs de dispute et les crises politiques se multiplièrent. Cependant, des voix surgirent également qui défendaient une voie autonome, basée sur la coopération entre nations du Sud. L'idée d'un monde divisé entre riches et pauvres remplaça la vieille rivalité impériale. La décennie de 1970 apporta de nouvelles tensions. Les crises énergétiques démontrèrent la vulnérabilité du système global. L'augmentation du prix du pétrole provoqua l'inflation, le chômage et des protestations. Les économies occidentales commencèrent à chercher des alternatives, impulsant la recherche en énergie renouvelable et en efficacité industrielle. En parallèle, la technologie informatique fit un bond avec le développement des microchips. Les premiers ordinateurs personnels ouvrirent la voie vers une société numérique. L'automatisation modifia la production, éliminant des emplois traditionnels mais créant de nouvelles industries. À la fin du XXe siècle, la carte politique changea à nouveau. Les réformes internes en Europe orientale affaiblirent les systèmes totalitaires. En peu d'années, les gouvernements autoritaires s'effondrèrent et une puissance qui avait été symbole de pouvoir se désintégra. Avec sa chute, l'équilibre mondial se modifia de manière profonde. L'unification européenne et l'expansion des économies de marché consolidèrent une nouvelle étape d'intégration. La politique internationale s'orienta vers la coopération économique, l'ouverture commerciale et la communication globale. Les conflits idéologiques furent remplacés par la compétence technologique et financière. La mondialisation se convertit en le trait dominant de la fin du siècle. Les capitaux, les idées et les personnes circulaient avec une liberté inédite. Les entreprises multinationales étendirent leur portée à tous les continents et les chaînes de production unirent des régions distantes dans un même processus. Les villes se transformèrent en centres de décision et de consommation globale. La culture populaire, impulsée par les médias et la publicité, créa des symboles communs. La musique, le cinéma et le sport se convertirent en langages universels. L'anglais se consolida comme langue de communication internationale et l'information passa à être le nouveau moteur de l'économie. La révolution numérique changea tous les aspects de la vie. Le courrier électronique remplaça les lettres, les téléphones portables raccourcirent les distances et les réseaux globaux connectèrent des millions de personnes. L'information se convertit en pouvoir. Gouvernements, entreprises et citoyens commencèrent à dépendre de systèmes informatiques pour leurs activités quotidiennes. L'intelligence artificielle, les satellites et la biotechnologie élargirent les frontières de la connaissance. En même temps, de nouvelles questions surgirent sur la vie privée, l'identité et l'éthique. Le progrès offrait commodité, mais aussi surveillance et dépendance. Le changement de millénaire apporta avec lui de nouvelles préoccupations. Le terrorisme global, les conflits régionaux et les crises financières démontrèrent que l'interconnexion pouvait être source de vulnérabilité. Les économies dépendaient les unes des autres et n'importe quel effondrement s'étendait de manière immédiate. La contamination, le changement climatique et la pénurie de ressources naturelles se convertirent en menaces globales.
En réponse, la coopération internationale tenta de créer des accords pour protéger la planète, bien que les résultats furent inégaux. Les grandes puissances restaient guidées par des intérêts économiques et l'inégalité entre régions se maintenait. Au milieu de ce panorama, la culture numérique transforma la perception du temps et de l'espace. Les réseaux sociaux, les médias instantanés et l'information constante altérèrent la manière de communiquer et de penser. Les générations nées au XXIe siècle grandirent dans un environnement où la frontière entre le réel et le virtuel s'estompait. L'humanité, pour la première fois, partageait une expérience simultanée et globale. L'histoire n'était plus une succession d'empires ou de révolutions, mais un courant continu de changements interconnectés. La clôture du XXe siècle ne signifia pas une fin, mais un nouveau commencement. Le monde devint plus petit et plus complexe. Les distances disparurent, mais les différences persistèrent. Les vieilles puissances européennes cédèrent leur rôle principal aux économies émergentes, tandis que de nouvelles régions se convertirent en centres d'innovation. L'humanité atteignit des niveaux de connaissance et de communication inimaginables, mais fit aussi face à des risques qui mettaient à l'épreuve sa capacité d'adaptation. En ce temps, l'histoire devint véritablement universelle. Les décisions d'un pays affectaient tous les autres. La science, l'économie et la culture n'appartenaient plus à un continent, mais à l'ensemble de l'espèce humaine. Le monde moderne naquit du progrès et de la contradiction, de la promesse et du danger. Et bien que le XXIe siècle commençait à peine, tout indiquait que le futur continuerait d'avancer avec la même vitesse qu'il avait amené jusqu'ici.